Bien, bonjour à tous. Donc c'est le poster numéro 1, durabilité du bois de chêne archéologique. Donc l'objectif était d'étudier la durabilité d'un pieu de chêne avec deux parties, le haut et le bas, comparé à du chêne actuel et de voir un petit peu sa résistance vis-à-vis des champignons. Donc c'est une étude un petit peu fun parce que bon, il y a pas mal de choses qui ont été abordées, de la tomographie rayon X, de la microscopie électronique à balayage. Donc on voit des jolis cristaux qui ont été faits à l'INRA, des jolies photos de cristaux qui ont été faites à l'INRA. Il y a de l'analyse infrarouge, la composition chimique, la microanalyse, il y a un peu tout ça. Donc une analyse assez intégrée qui est un peu transdisciplinaire, c'est en plus à la mode. Donc si vous voulez venir voir ça, c'est le poster numéro 1. Merci. Alors, bonjour à tous, moi je suis doctorant en LERMAB et je travaille sur l'étude de la dégradation par les champignons des pieux de fondation en bois. Donc, oui, vous pouvez passer. La problématique, donc, il y a la zone de marnage de la nappe phréatique et la zone de sensibilité à la dégradation pour les champignons. Donc c'est sur cette zone-là que j'ai ciblé mon étude. Et donc les problématiques auxquelles on s'intéresse, c'est développer des méthodes de diagnostic sur site pour les pieux qui sont déjà en utilisation, et également de développer des connaissances pour connaître la cinétique de dégradation du bois par les champignons dans le cas des pieux. Et donc les premiers résultats en diapo. Donc je me suis intéressé j'ai utilisé des méthodes de tomographie pour essayer dans des mini pieux bois de voir où sont les zones dégradées et comment évolue la montée d'eau en fonction de la dégradation. Et j'ai également étudié sur des éprouvettes la corrélation entre l'activité enzymatique sécrétée par les champignons, des enzymes des champignons et les pertes de résistance mécanique. Donc si vous voulez voir cette étude, vous pouvez venir me voir à mon poster numéro 2. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle John Van Dang. Je suis en dernière année sur la direction de M. Perzon Melzon et M. Marc Ouzen. Mon travail concerne la thématique de développement d'un produit indigène structurant réalisé avec une essence locale fluide à fort potentiel de la ressource et de la performance mécanique. Le bois massif est constitué en hêtre. En général, pour réaliser ce projet, on a utilisé tant la méthode expérimentale et la méthode numérique. Dans le cadre de développement de la performance mécanique du produit, on a fait l'optimisation de la géométrie de l'abattage en utilisant la méthode de surface de réponse qui est basée sur l'interpolation de Kiesas et couplée avec un algorithme de minimisation SQP dans MATLAB, ce qui a permis d'améliorer la performance mécanique de l'abattage et donc des poutres. Pour en savoir plus, venez voir mon poster A03. Merci. Bonjour à tous, je suis Esmaïl Moussavi, doctorant à l'ERMAB, sous direction de professeur Pierre-Jean Morasson et Anis Boali. Le thème de notre travail, c'est de développer de nouvelles méthodes de production dans la construction bois. En fait, qualité, productivité, rapidité, nous persuadons à appliquer de nouvelles méthodes de production comme ingénierie concurrente dans la construction SBIM, pour production automatisée et robotisée, et lean manufacturing, etc. La construction bois évolue dans sa production, par exemple la fabrication de murs et de charpentes. Ils sont déjà mécanisés. La question c'est comment on peut améliorer le processus de la fabrication, de production dans la construction bois. Dans cette façon, on travaille sur la modélisation BIM, Building Information Modeling, dans la construction bois et aussi dans la production automatisée et robotisée pour fabriquer des éléments de la construction bois. Pour
Mais plus de détails, venez voir mon poster A4. Merci. Bonjour, je m'appelle Thoraya Salem, je suis doctorante au LERMAB sous la direction de Romain Raymond et Anis Wali. Mon sujet concerne la thématique du séchage du bois d'œuvre, un procédé coûteux en énergie. L'objectif de mon travail est de pouvoir utiliser les énergies intermittentes à faible contenu exergétique telles que les rejets des centrales électriques, l'énergie solaire ou bien l'insertion du procédé dans un smart grid. Cependant, l'utilisation de ces énergies ne permet pas d'utiliser les conduites de séchage généralement utilisées en industrie du bois, vu l'intermittence et le faible contenu exergétique de ces énergies. D'où la nécessité de développer une régulation intelligente qui permettra d'appliquer les conditions optimales de séchage selon les propriétés des industriels en matière du coût d'énergie, consommation énergétique, durée et qualité du séchage. Donc, on a utilisé comme modèle numérique pour le développement de la régulation intelligente le modèle transport. C'est un modèle développé par Patrick Perret. Ce modèle contient en fait un module de transfert multi-échelle qui permet la simulation des transferts couplés de masse et de chaleur, et c'est à l'échelle pile et à l'échelle planche. Et il contient aussi un module mécanique pour l'estimation des contraintes et des formations. On a développé un module économique pour le calcul du coût de séchage qu'on va coupler à ce modèle numérique. Tout cet outil numérique permet la prédiction de la qualité, le coût, la consommation énergétique et la durée du procédé de séchage, et selon les paramètres physiques, les propriétés des industriels, les géométries de planches, piles, séchoirs et l'apport énergétique disponible à l'instant considéré. Ensuite, une étape de confrontation permettra la confrontation entre le retour des sondes situées dans le séchoir et la prédiction du code, et permet éventuellement de réajuster les paramètres physiques à l'entrée du code, et une optimisation. Ensuite, un automate permet d'appliquer les conditions optimales de séchage à l'enceinte. Si vous voulez savoir encore plus, venez voir mon poster numéro 5. Merci. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lydie, je suis en 3e année de thèse au laboratoire Archéologie des Amériques à Paris, et je travaille sur l'économie des bois et la gestion des espaces forestiers chez les sociétés mayas anciennes en Amérique centrale, et plus particulièrement sur le site de Nachtún, qui se situe à la frontière nord du Guatemala. Alors dans ce poster, je vous présente une problématique de ma thèse qui concerne une essence en particulier, c'est-à-dire le pin. Alors en effet, l'exploitation du bois de pin par les Mayas préhispaniques, qui est largement attestée par l'archéologie et également par l'ethnographie, pose quelques questions d'ordre économique et environnemental, dans la mesure où c'est une essence qui ne pousse pas actuellement aux alentours des sites archéologiques centraux, mais plutôt dans des zones de savane, essentiellement au Belize. Alors deux hypothèses sont encore débattues aujourd'hui. Soit il existait un réseau d'échange de bois de pin entre les cités mayas, et donc le pin était importé depuis ces zones de croissance naturelle vers les sites centraux où il était consommé. Soit les pins auraient été cultivés par les mayas, ce qui pose quelques problèmes puisqu'on se trouve quand même en plein cœur d'une forêt tropicale humide, un environnement a priori peu favorable à la croissance des pins. Mais tout de même, l'hypothèse d'une sylviculture de pin est alimentée de nos jours par une sorte de légende locale selon laquelle il existerait dans la jungle un endroit très localisé où pousseraient des pins. Et
ces pins seraient les vestiges d'une plantation préhispanique qui aurait perduré jusqu'à nos jours. Donc c'est lors de la dernière campagne de fouilles, en mars-avril de cette année, que nous avons organisé une expédition dans la jungle à la recherche donc de ces fameux pins perdus et donc pour essayer de les retrouver déjà et puis d'essayer de documenter ce peuplement pour voir dans quelle mesure on pourrait solutionner cette question. Voilà, donc mon poster, c'est le poster A6. Si vous voulez connaître la suite, merci. Bonjour, donc Rémi Méreux, je suis aussi doctorant dans le laboratoire d'archéologie des Amériques sous la direction de Dominique Le Goupil et Claire Alix. Donc j'avais déjà présenté l'année dernière un poster par rapport à la méthodologie que je développe dans le cadre de mes recherches sur les techniques de construction des maisons inuites, et ce poster portait sur l'acquisition par photogrammétrie et l'enregistrement des données de charpente issues des sites archéologiques d'Alaska. Donc cette année, c'est la suite directe de cette première étape, puisqu'il s'agit maintenant du traitement et de l'analyse de ces données par différentes méthodes, toutes liées à la réalité virtuelle, donc dans le but de modéliser les données et de proposer des hypothèses de restitution ainsi que des techniques de construction de ces bâtiments. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le poster A7. Merci. Bonjour, je m'appelle Hiba Makhlouf, je suis en thèse CIFRE au sein du laboratoire modélisation et simulation multi-échelle, Université Paris-Est, sous la direction de Luc Chevalier et sous l'encadrement de Marie Diesroux et Eric Launay de l'Institut technologique FCBA. L'objectif de ce travail est de mettre en place un outil de simulation élément fini, pratique, destiné aux industriels, visant à réaliser numériquement des essais normalisés sur les meubles en bois. Pour créer cet outil, on a été amené à étudier plusieurs aspects, le comportement anisotrope de bois, la modélisation probabiliste des propriétés mécaniques de bois pour réaliser des modélisations stochastiques et la modélisation semi-rigide et non linéaire des assemblages. Pour identifier le comportement d'assemblage, on a proposé une approche multi-échelle basée sur la modélisation élément fini 3D pour élémenter un élément de connexion 0D dans une structure à base de poutre. Et on a testé cette démarche par les mesures de champ de déplacement en utilisant la technique de corrélation des images. Et le travail en cours concerne l'optimisation des écarts observés entre les champs obtenus par la corrélation et la simulation élément fini afin de raffiner le modèle de bois utilisé. Merci. Pour en savoir plus, mon poster c'est A8. Merci. Bonjour, je m'appelle Lise Malasné, je suis en thèse au FCBA, l'Institut technologique du bois et de l'ameublement à Bordeaux, en partenariat avec le LERMAB, le laboratoire du bois à Nancy. Je suis encadrée par Laurence Podorski au FCBA et André Merlin au LERMAB. Et mon travail porte sur une nouvelle façon d'évaluer les performances des revêtements sur bois en extérieur. En effet, jusqu'à maintenant, pour évaluer les performances des revêtements sur bois en extérieur, il fallait appliquer le revêtement et ensuite lui faire subir un essai de vieillissement naturel d'1 an ou aussi un vieillissement artificiel en complément de 12 à 24 semaines, ce qui était un essai très long. Et ensuite, on obtenait un résultat sous forme d'observation visuelle, type cotation de la couleur, brillance ou de l'adhérence. Donc un résultat subjectif et aucune information sur un paramètre clé qui est la variation des propriétés mécaniques du revêtement au cours du vieillissement. C'est pour cela que l'objectif de mon travail est de développer une méthode qui permet d'accéder à des informations sur les propriétés mécaniques des revêtements via une méthode simple et non destructive qui donne aussi un résultat chiffré, donc plus objectif que les cotations, et qui pourra fournir au formulateur des préconisations complémentaires pour
pouvoir trouver des finitions durables. Donc si vous voulez connaître cette méthode, savoir comment elle fonctionne et connaître les premiers résultats intéressants qui permettent de faire un lien entre les résultats de cette méthode et les performances au vieillissement, vous pouvez venir voir mon poster qui est le numéro 10. Bonjour à tous. Concernant les 4 présentations à 11h jusqu'à 14h qui vont suivre, nous faisons tout partie du labo IDGM, département GSE, situé sur le campus Université Bordeaux. Pour mon poster, je m'appelle Phan Ngọc Anh, je suis en deuxième année de thèse sous la direction de M. Morgan et Mme Myriam Chaplin dans le projet VS2C est financé par Conseil régional et Codifab. Ce travail traite sur l'influence de l'hygrométrie sur la mécanique de rupture du bois. On s'intéresse à cette question car la durée de vie de construction en bois est influencée par son environnement, par exemple l'humidité relative et température. On cherche à savoir quelle est l'influence de la tonneau sur la propagation de fissures dans le bois. On a concentré surtout sur la zone cohésif, sur le modèle de zone cohésif. Sur la photo, on peut voir la zone cohésif qui développe après ça le boule énergie stockée pour propager de fissures. Pour cela, on a utilisé le résultat expérimental. Ensuite, on réalise une étude numérique. Pour en savoir plus, je vous invite à mon poster à 11h. Je vous remercie. Bonjour à tous, je m'appelle Yacine Verdré, je suis en thèse à l'I2M département génie civil et environnemental comme mon collègue précédemment, mais également au FCBA, donc l'Institut technologique de la forêt, de la cellulose, du bois dans la construction et de l'ameublement, donc sous la direction de Carole Faye pour le côté FCBA et sous la direction de Mohamed El Achachi et Denis Bress pour l'I2M GCE. Donc nous travaillons sur le développement de méthodes simplifiées dans le contexte d'un dimensionnement au séisme de structures à ossature bois. Donc pour ça, nous procédons par essai mécanique, mais aussi par numérique, donc par modèle. Comme on dit. Donc vous pouvez venir voir mon poster numéro 12, où je présente justement toute la technique de dimensionnement simplifié. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Cécile Grazide, doctorante en dernière année sous la direction de Stéphane Morel, Jean-Luc Courreau et Alain Cointe. L'intérêt de cette étude est de valoriser l'emploi du pain maritime dans la construction et en particulier en tant que bois de structure. Pour cela, le but est d'améliorer la prédiction de la résistance en flexion et donc le classement mécanique du bois de cette essence. En effet, la variabilité du bois ne permet pas à l'heure actuelle de classer le bois de manière optimale. Dans cette étude, il sera fait l'hypothèse que la variabilité est due à la présence d'hétérogénéité et plus particulièrement à la présence des nœuds et de la pente de fil qu'ils entraînent. Pour étudier l'effet de ces défauts sur la résistance en flexion, ce travail s'appuie sur une base de données de 188 poutres en pain maritime qui recense les propriétés mécaniques de ces éléments et les caractéristiques géométriques des nœuds présents en surface de ces poutres. La première partie de cette thèse vise à améliorer la prédiction de la résistance en flexion en identifiant les variables explicatives de la réponse recherchée et en proposant un modèle prédictif. Quant à la seconde partie, elle vise à apporter des connaissances sur le comportement mécanique du bois en zone prénodale. Pour cela, différentes modélisations éléments finis ont été réalisées où les caractéristiques géométriques des nœuds trouvées comme les plus pertinentes dans l'approche statistique ont été étudiées et des courbes de performance mécanique ont pu alors être établies. Et enfin, une comparaison entre les deux approches a été réalisée afin de voir si les résultats obtenus numériquement pouvaient servir dans la prédiction de la résistance. Mais pour plus d'informations, je vous invite au poster numéro 13. Merci. Bonjour à tous, Pierre Vignon. Donc, moi, je démarre une thèse sous la direction de Christine Delysée à l'I2M, département GCE, qui rentre dans le cadre du projet Ecomatib. Donc, ce projet
regroupe 2 industriels que sont FINSA et STECO, ainsi que 3 laboratoires, l'ESB, l'Institut P' Poitiers, ainsi que l'I2M, et un centre d'expertise qui est le FCBA. Et en fait, on s'intéresse à l'élaboration et à l'optimisation des matériaux isolants à base de fibres de bois. Donc l'objectif principal est de rendre ces produits plus compétitifs économiquement et technologiquement. Donc ça se passera par l'optimisation du critère du procédé et l'amélioration des propriétés techniques. Donc voilà, je suis au numéro 14. Merci. Voilà, bonjour à tous, je suis Pauline Desfossés, je suis chargée de recherche à l'INRA et je présente un poster aujourd'hui d'un travail qui a été fait conjointement entre les laboratoires ISPA, Biogeco, donc ces 2 unités INRA, et I2M. Donc nous sommes tous les 3 basés à Bordeaux. Et donc ce travail porte sur les propriétés mécaniques des racines de structure du pain maritime. Voilà, alors pourquoi on s'intéresse à ce sujet? En fait, ça concerne en fait toutes les recherches, ça s'inscrit dans les recherches qui sont actuellement en cours sur la réponse des arbres au vent, et donc il y a toute une thématique sur le risque au vent, les écoulements turbulents, la biomécanique de l'arbre, la thymomorphogénèse, et moi je travaille particulièrement sur l'ancrage des arbres dans le sol et le problème d'évaluer la résistance mécanique des racines de structure. Et donc je suis venue aujourd'hui dans ce GDR en fait pour trouver des interlocuteurs pour discuter sur la résistance mécanique du bois, des arbres sur pied en fonction des contraintes environnementales, et donc comment évaluer cette résistance en fonction des stress hydriques, de l'engorgement des sols, de la structure des sols et des vents. Donc voilà, s'il y a des personnes intéressées par ces thématiques, je suis le poster A15. Bonjour à toutes et tous, je suis Henri du laboratoire du Clément-Ader. Je suis en thèse à l'IUT de Tarbes sous la direction de Madame Marianne Béhan et Monsieur Florent Emma. Aujourd'hui, je vous présente mon travail de stage de master qui concerne la mesure de l'humidité sur les ouvrages d'art en bois. On s'intéresse à cette thématique parce qu'on a constaté que sur ces ouvrages, la majorité des pathologies sont liées à l'humidité. Pour le faire, on a proposé d'utiliser 3 méthodes: contrôle non destructif, ultrasons, acoustultrasons et radar, pour vérifier la sensibilité et faisabilité de ces 3 techniques vis-à-vis du contrôle de l'humidité du bois lamelligolé. Merci. Et on a envisagé un protocole expérimental comme décrit ci-dessous. On a utilisé 3 types d'échantillons en épicéa lamelligolé avec 1, 2 et 6 joints de colle, et on a immersé tous ces échantillons pendant 29 jours et fait le contrôle de l'humidité 2 fois par semaine en utilisant ces 3 techniques. Au niveau des résultats, on a trouvé de bonnes corrélations entre nos paramètres observés et l'humidité. Donc, tous nos résultats mettent clairement en évidence le potentiel de ces 3 techniques pour mesurer l'humidité dans les ouvrages en bois. Et donc, si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas le poster numéro A16. Merci et à bientôt. Bonjour, je suis Ramana Koutmiour, première année en doctorat au laboratoire Institut Clément-Ader à l'IUT de Tarbes, sous la direction de Taïn Rahman Natouandre et Florent Emma. Aujourd'hui, je vais présenter un travail préalable à mes essais dans le cadre de ma thèse, mais dans ma thèse, je vais étudier sur la relation entre l'optimisation des surfaces du bois usiné, l'application finition et collage. Et ici, on voudrait comprendre d'abord s'il existe une influence sur les propriétés du bois de l'essence et les caractéristiques de l'état de surface du bois usiné, l'application finition. Donc, s'il vous plaît, là, on a travaillé sur 16 essences de bois, des bois issus du pays tropicaux, Madagascar, et d'autres issus des bois tempérés. Ensuite, pour ce faire, il existe
ces différentes étapes, on a mesuré alors les propriétés physico-mécaniques du bois, on a déterminé la composition chimique, notamment le taux de phénol dans le bois. Ensuite, on a usiné les 16 essences avec une seule condition de coupe. On a appliqué une couche de finition et on a mesuré les paramètres d'état de surface et les critères de performance à la finition tels que la couleur, la brillance et l'adhérence. Tout cela dans le but de connaître si l'essence a une influence sur l'état de surface du bois usiné et ensuite la performance à la finition. Si vous voulez voir les résultats, venez me voir au poster A17 et si vous vous intéressez sur la relation entre les critères de performance à la finition et collage et l'état de surface du bois usiné, je vais faire une présentation au groupe de travail usinage du bois, donc j'aimerais que vous y assistez. Merci. Bonjour, je suis Taïna Ramananatouane, je suis maître de conférence à l'université d'Antananarivo à Madagascar. Donc je vous présente ici le travail d'une étudiante qu'on a co-encadré avec Jean Gérard du CIRAD, donc le travail de Hanchara Johnson, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc on sait qu'à Madagascar, on a une forte biodiversité, on a 4000 essences de bois, mais on connaît peu sur ces essences-là et on sait aussi qu'il y a une forte déforestation et donc disparition de certaines essences. Donc le travail consistait en fait à valoriser les données sur environ 200 espèces décrites dans l'ouvrage Atlas des bois de Madagascar qui a été publié par le CIRAD. Donc le but c'est déjà premièrement de connaître quelles sont les essences utilisées par les entreprises, ensuite de classifier les différentes propriétés physiques et mécaniques suivant des critères, on a fait une classification multicritères et enfin sur la base de cette classification de voir déjà qu'est-ce qui pourrait expliquer les différentes catégories et puis ensuite de proposer des espèces de substitution potentielle aux espèces en voie de disparition. Donc c'est le poster numéro 18. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Julie Morin-Riva, je suis doctorante en dernière année en Belgique sous la direction de Jean-Louis Doucet à Jean Blou Agrobiotech et Hans Beckmann au Musée Royal de l'Afrique centrale. Je travaille spécifiquement sur l'histoire des forêts d'Afrique centrale en relation avec leurs anciennes perturbations humaines. Et donc mon poster A19 présente plusieurs aspects de l'analyse des charbons de bois que je vous invite à découvrir parce que c'est un poster qui se veut interactif que vous pouvez manipuler. Et entre autres, je présente aussi des coupes de bois de Padouk. C'était pour faire écho au poster A27 que Anousset va vous présenter dans quelques instants. C'est en fait une collaboration sur les xylophones qui est issue du dernier GDR. Donc je vous remercie. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Marc Quénin, je travaille au laboratoire de technologie du bois qui dépend du service public de Wallonie en Belgique et je vais vous présenter une recherche réalisée par nous-mêmes ainsi que en collaboration avec l'unité de gestion des ressources forestières et des milieux naturels de Jean Blou Agrobiotech, également en Belgique. Le contexte général concerne le Douglas, qui est chez nous, comme ici, une essence exotique et relativement récente dans le paysage forestier. Néanmoins, elle occupe tout de même 5% de notre forêt. Et dans ce contexte, l'impact de la sylviculture sur les propriétés du bois et sur les potentialités de valorisation de la ressource est relativement méconnu. Et donc, nos gestionnaires forestiers se posent beaucoup de questions, mais nous supposons et espérons que les résultats qui résulteront de notre étude intéresseront également des gestionnaires forestiers de pays proches. Alors,
les objectifs, dans ce contexte, les objectifs spécifiques de la recherche financée par notre administration sont les suivants. Donc on vise à évaluer l'impact de la vitesse de croissance sur les caractéristiques morphologiques de l'arceau, enfin des arbres, donc la proportion d'aubier par exemple, les caractéristiques de branchaison, la forme de la tige, etc. Impact de la vitesse de croissance sur la durabilité naturelle du matériau produit, sur les propriétés physico-mécaniques du bois en soi, ainsi que sur les propriétés de sciage aux dimensions d'emploi en s'intéressant à une valorisation en structure ou en bardage. Le matériel et méthode, donc la zone d'étude est la Belgique. On s'est intéressé, on a sélectionné 11 peuplements qui présentent dont les arbres présentent une circonférence moyenne de 150 cm environ, mais qui ont des âges qui varient de 40 à 70 ans, et donc il y a des vitesses de croissance très contrastées. Dans chaque peuplement, on a sélectionné 6 arbres qui présentent des diamètres allant de 40 à 55 cm, donc grosso modo c'est ce qu'on retrouve sur les parcs agrumes. Et donc chacun de ces arbres a été bionné en 5 bions, donc selon un schéma commun. Et les deux posters qui vous sont présentés concernent les bions situés entre 2 et 10 mètres de hauteur dans l'arbre, et concernent donc le classement mécanique de 400 sillages de structure et le classement d'aspect de 1400 lames de bardage. Les posters donc ressemblent à ça, vous les reconnaîtrez facilement, et nous nous réjouissons d'avance pour les discussions intéressantes et sympathiques et transfrontalières que nous aurons autour des posters 20 et 21. Merci. Oui, c'est encore moi. Là, je vais vous présenter la xylothèque pédagogique de l'École supérieure du bois à Nantes. Donc en fait, c'est un travail en collaboration entre plusieurs collègues qui viennent d'institutions différentes, mais aussi qui ont des approches différentes. Et on a convergé donc pour mettre en place cette xylothèque. Donc il y a Paul Corbineau qui est artisan du bois à Nantes. Il y a Nicolas Macchioni qui est anatomiste et spécialiste du bois à Ivalsa en Italie. Il y a Franck Michaud de l'École supérieure du bois, Nima Saïdlou, expert anatomiste chez Xyloterie. Et puis donc il y a moi-même donc de l'université d'Antananarivo. La xylothèque, il y a environ 800 essences actuellement, et donc l'idée était en fait de mettre en place un outil pratique et avec une approche pragmatique pour mettre en place donc un outil pédagogique. L'idée est basée en fait sur la mise en place de cet outil avec une approche à la fois macro et micro également, et que les deux approches sont complémentaires. Et donc les plaquettes de bois ont été poncées d'un côté jusqu'à un papier P600, et donc de manière à pouvoir très bien voir au niveau macroscopique. Et puis donc de l'autre côté, on a le bois brut qu'on peut rafraîchir au besoin. Il y a aussi l'outil est testé actuellement, donc on attend les retours des différentes personnes pour améliorer cet outil-là. Voilà, donc pour plus de détails, c'est le poster A22. Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia Couret, je suis actuellement en première année de thèse à l'École supérieure du bois dans le laboratoire matériaux et composites bois en collaboration avec l'équipe biopolymère, interaction et assemblage de l'INRA de Nantes. Donc cette thèse s'effectue sous la direction de M. Christophe Belloncle, Marc Heurle et Bernard Catala. La thèse fait partie du projet matière qui concerne le recyclage et la valorisation des déchets de bois. Donc, dans le cadre de ma thèse, nous allons nous intéresser dans un premier temps à la valorisation des déchets de panneaux de fibres, car ils n'ont actuellement pas de réelle valorisation.
Donc pour cela, on va chercher à obtenir, à récupérer des structures chimiques à plus haute valeur ajoutée à partir de ces déchets de panneaux de fibres, suite à différents fractionnements d'une part chimiques, donc comme différents traitements alcalins, des oxydations des lignines et par une hydrolyse acide, ou alors en passant par des fractionnements enzymatiques. Nous pourrions obtenir d'une part des nanofibres ou alors des nanocristaux de cellulose qui pourront être utilisés dans les émulsions de Pickering comme stabilisateur d'émulsion ou encore dans la fabrication de films multicouches fins que nous pourrons utiliser pour leurs propriétés optiques. Nous pourrions aussi obtenir une fraction composée de lignine que nous pourrions utiliser en tant que colle verte. Donc pour de plus amples informations, je vous invite à aller voir le poster numéro A23. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous, je me présente Daliena Ludoski, je suis en 3e année de thèse CIF financée par le CIEL, qui est le syndicat interprofessionnel des emballages légers en bois. Ma thèse s'inscrit en fait dans la thématique du bois au contact avec les aliments. Les travaux que j'effectue actuellement portent sur l'étude de la migration des composés organiques émis par le bois, plus particulièrement émis par le peuplier, lors d'un contact alimentaire. Donc l'objectif de cette étude est, dans un premier temps, de participer à la mise à jour de la fiche matériaux bois 2012-93 de la DGCCRF. Elle permet, dans un deuxième temps, aussi de mieux comprendre le phénomène de migration entre le bois et l'aliment. Et pour finir, permettra de développer une méthode d'analyse, de mettre à disposition plutôt une méthode d'analyse de référence pour les industriels. Donc si ça vous intéresse, et j'espère que ça vous intéresse, je vous attends en fait au poster A24. Voilà. Alors bonjour à toutes et tous, je m'appelle Rachel Ismail, je suis en 3e année de thèse au sein de l'école nationale vétérinaire et agroalimentaire de Nantes, ONIRIS. Je travaille sous la direction du professeur Michel Federighi à l'UMR INRA Sekalim 1014, UMR INRA 1014 Sekalim, sous l'encadrement d'Isabelle Le Baillon à l'FCBA Bordeaux, de Valérie Michel à Actalia Produits Laitiers et sous l'impulsion des industriels du ciel comme Daliena. Donc mon travail de thèse, c'est le pendant microbiologique du travail de Daliena. Donc ce travail, ces 4 différents acteurs sont tous membres du consortium EMABOIS. Mon travail sur la thèse microbois, qui fait partie des actions du consortium, concerne la microbiologie du bois au contact alimentaire, vous l'aurez compris. Il y a des essences de bois qui sont autorisées au contact direct avec les aliments liquides et solides, mais aujourd'hui les autorités et les agences sanitaires demandent aux industriels de la filière emballage bois de prouver l'innocuité de leurs produits contenants vis-à-vis des produits contenus, et notamment sur les thématiques des risques pour la santé du consommateur. Du fait de la difficulté à récupérer des micro-organismes à partir de la surface spécifique qu'est le bois, il y a très peu d'études aujourd'hui sur l'aptitude microbiologique du bois au contact alimentaire. Donc dans un premier temps, nous avons concentré ma thèse sur la recherche d'une méthode standardisée d'extraction des micro-organismes à partir du bois, en comparant 3 méthodes qui existaient déjà sur différents modèles de filières, d'essences et de micro-organismes pathogènes ou flore d'altération. Donc 2 conditions d'humidité du bois qui correspondaient vraiment à des réalités du terrain ont également été intégrées à ce screening. Et c'est ce travail qui fait l'objet de mon poster, donc à l'emplacement A25. Alors le choix de cette méthode d'extraction de micro-organismes à partir du bois permettra d'obtenir des données sur la décontamination des surfaces de travail, sur le transfert et la migration dans le triptyque bois, micro-organismes, aliments, et puis permettra également de générer un guide de bonnes pratiques d'hygiène pour les industriels, et puis d'apporter des arguments pour l'utilisation du bois au contact direct des aliments. Donc je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à l'emplacement A25. Merci.
Bonjour, je m'appelle Michela Zanetti, je travaille à l'Université de Padoue en Italie. Donc avec la réalisation de ce projet, on a essayé d'expliquer pourquoi le bois est un matériau préféré par rapport aux autres matériaux utilisés dans l'ameublement ou dans la construction. Donc nous avons interviewé 102 personnes à l'aide d'une série de questionnaires mis au point par des chercheurs en psychologie cognitive. Les questionnaires, on peut passer à l'autre, ont été soumis dans deux espaces, un espace construit en béton et dans le même espace revêtu de bois. Donc les premiers résultats ont montré que les émotions positives sont plus fréquentes dans l'espace en bois. Le bois est perçu comme un matériau agréable, reposant, confortable et parfumé. Et les participants qui avaient un niveau de biophilie plus élevé ont apprécié davantage le bois. Alors merci pour votre attention. Nous sommes au poster numéro A26. Bonjour, nous avons travaillé avec Nicolas Warnecke, qui est un fabricant de xylophones et un grand connaisseur de xylophones anciens, puisqu'il a étudié les différentes collections européennes ayant recueilli des xylophones africains à résonateurs. Et nous avons voulu commencer à travailler sur la caractérisation des lames de 4 xylophones de différentes régions et différents peuples, aussi bien du point de vue de la façon dont les lames sont taillées que de le sens du bois, la morphologie, et on fait aussi des essais d'identification sans prise de prélèvement avec Julie Morin-Riva et avec grâce à notre microscope que nous avons sur place. C'est difficile de promener des collections. Celle-ci, c'est la collection privée de Nicolas Warnecke qui s'est déplacée jusqu'au laboratoire du musée de la musique, mais nous espérons continuer à travailler de cette façon sur des instruments du musée. Vous pouvez venir voir le poster A27. Merci.